Bonjour à tous. Le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a quitté ce monde en 1993, précisément le 7 décembre. 22 ans après, la Côte d'Ivoire et le monde entier se souviennent de lui comme un grand homme de paix. Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré a été inculpé pour complicité dans le meurtre du capitaine Thomas Sankara. L'ex-chef d'état-major va s'expliquer sur le rôle qu'il aurait joué dans cette affaire en 1987. Et puis en France, au lendemain du premier tour des régionales, le Front National est en tête dans 6 des 13 régions de France avec plus de 28% des suffrages. 13h, nouveau journal sur RTI 1. Bienvenue, merci d'être avec nous ce lundi 7 décembre. Voilà 22 ans, jour pour jour, que le premier président de la République de Côte d'Ivoire s'en est allé. Félix Houphouët-Boigny a dirigé le pays de 1960 jusqu'à son décès en 1993. Le monde se souvient de lui comme un grand homme de paix. Michel Digré revient sur la vie de l'homme. 18 octobre 1992, entouré de ses proches, Félix Houphouët-Boigny célébrait son 87e anniversaire, le dernier de sa vie sur Terre. Quelques mois après, son état de santé se détériore. Le 7 décembre 1993, Houphouët décède des suites d'un cancer, sûrement l'une des pages les plus tristes de l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne. Le monde entier converge vers Yamoussoukro pour saluer la mémoire d'Houphouët-Boigny. 24 chefs d'État africains et une imposante délégation française assistent aux obsèques le 7 février 1994. Un hommage à la dimension de la grandeur de l'homme. Successivement chef traditionnel, médecin, planteur, puis leader syndical, en 1945, Houphouët est projeté sur la scène politique après son élection comme député ivoirien en France. Ministre de plusieurs gouvernements français, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, maire d'Abidjan, premier ministre ivoirien et premier président de la République de Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Soit 33 ans passés à la tête de la Côte d'Ivoire pour bâtir un pays moderne et modèle sur les piliers de l'agriculture et celui de la stabilité politique. 7 décembre 1993, 7 décembre 2015, déjà 22 ans que Félix Houphouët-Boigny s'en est allé, mais toujours présent dans la mémoire collective, certainement avec l'une de ses plus célèbres citations, « Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu ». Le sommet Chine-Afrique tenu à Johannesburg en Afrique du Sud a officiellement pris fin samedi. La Chine promet aux pays africains une aide de plus de 200 000 milliards de francs CFA d'ici 2020. L'objectif est de se positionner comme principal partenaire commercial du continent africain. Alexis Ouedraogo. Plus de 2500 sociétés chinoises sont implantées en Afrique. Elles couvrent de nombreux secteurs tels que les mines, le pétrole, l'énergie, la construction et les télécoms, pour ne citer que ceux-ci. En 2013, la Chine est devenue le 4e investisseur en terre africaine, derrière la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. Les financements publics chinois en Afrique entre 2000 et 2011 sont estimés à plus de 50 000 milliards de francs CFA. Pékin a séduit de nombreux pays africains en leur proposant une offre spéciale, les services de ses entreprises et son aide financière. Une aide très souvent liée parce qu'elle sert à acheter des biens ou des services chinois. La Chine n'est toutefois pas nouvelle sur le continent africain. Dans les tout premiers siècles, des explorateurs chinois avaient déjà posé leurs pieds sur le continent. Des communautés marchandes existaient en Afrique de l'Est.
Mais la montée en puissance de la Chine sur le continent ces dernières années a été imprévisible, au point de susciter des controverses sur ses intentions. Les points de vue diffèrent, tant sur les motivations que l'impact de cette présence sur les économies africaines. Il reste toutefois important de distinguer ce qui relève des stratégies des gouvernants chinois et des décisions d'entrepreneurs qui seuls choisissent de s'installer sur le continent. Les Chinois entretiennent des relations commerciales sur toute l'Afrique. Les pays riches en ressources minières comme le Niger ou l'agroalimentaire comme la Côte d'Ivoire les intéressent. La Chine a trouvé en Afrique un marché important pour ses produits manufacturés bon marché, tels que les textiles, les chaussures, les biens de consommation et la technologie. Dans ce domaine, notamment de la téléphonie mobile, les entreprises chinoises ont remporté des marchés au détriment des Européens, une victoire sur laquelle d'ailleurs Pékin ne compte pas s'arrêter. La conférence de l'ONU sur le climat doit aboutir vendredi à un accord universel. Après les négociateurs la semaine dernière, ce sont les ministres de l'Environnement ou des Affaires étrangères de 195 pays qui prennent le relais des négociations. Réunis dès ce lundi matin, ils sont là pour trancher les débats et imposer des mesures là où les négociateurs ont bloqué. L'accord devra permettre de contenir le réchauffement sous le seuil des 2 degrés. Les nouvelles technologies au cœur de séances de renforcement de capacité au bénéfice des agents du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Justine Saïdiki. Les technologies de l'information et de la communication s'imposent à tous et dans tous les secteurs d'activité à ce 21e siècle finissant. Le Mouvement pour la santé et le développement MESAD, une ONG œuvrant pour le progrès des communautés, a compris la nécessité pour ces communautés de maîtriser l'éthique. C'est pourquoi elle initie des formations de renforcement des capacités de certains travailleurs sur l'éthique. Les assistants et secrétaires des directions des agences du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire sont bénéficiaires de cette formation. Selon le formateur, cet atelier est destiné à faire profiter pleinement les apprenants des avancées opérées en matière de nouvelles technologies les 2 dernières années et à favoriser la mobilité de l'agent de sorte à le rendre capable d'assumer ses charges quel que soit l'endroit où celui-ci se trouve. Une initiative fort appréciée. Cet atelier de renforcement des capacités est le second d'une série de formations initiées par l'ONG MESAD. Le premier avait pour cible 250 associations et ONG locales. 3 présumés braqueurs de magasins arrêtés au corridor de Gagnoa lors d'une opération de la police et de la gendarmerie. Ils ont été pris en chasse après avoir attaqué des magasins au grand marché de la ville. Ils étaient 5 à bord d'une Mercedes en partance pour Abidjan. 2 d'entre eux ont réussi à s'échapper. Ils sont toujours recherchés par la police. Cross, tournoi de Maracana au menu des activités sportives du CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles. Plus de 500 éléments de différents corps de l'armée ont pris part à cette compétition sportive. Hamza Diaby. Circuit de cross, tir de précision avec armes d'assaut et tournoi de Maracana. C'est un programme dense qu'a concocté le comité d'organisation des activités sportives du CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles, qui ont eu lieu du 30 novembre au samedi 5 décembre dernier. Plus de 500 éléments des différents corps de l'armée, notamment l'armée de terre, l'armée de l'air et les sapeurs-pompiers militaires, ont pris part à ces compétitions sportives aux côtés des forces de sécurité intérieure. Pour le président du comité d'organisation, ces journées sont un excellent moyen de renforcement de la cohésion entre les différentes forces. Il était important de créer une cohésion et une amitié au sein des troupes afin de pouvoir mieux aborder donc cette dernière phase de l'année. Dans l'ensemble, c'est une satisfaction. Nous avons vu donc la participation de l'ensemble des groupements d'intervention du CCDO, aussi bien à Abidjan, à Bouaké, Kayam Sokro, mais là, la note spéciale revient à l'état-major général des armées qui a bien voulu prendre une part très active avec l'envoi de 331 athlètes et une présence active lors de la finale. Le sport, donc, pour marquer la cohésion et l'esprit de corps qui existe entre les frères d'armes et surtout une reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et à Paul Kofi Kofi, le ministre chargé de la Défense.
À Yamoussoukro, plus de 3000 femmes réunies pour des journées socio-culturelles. Le but, renforcer la cohésion sociale. Et là aussi, c'est à travers le sport, facteur de développement et de cohésion sociale. Thérèse Yoboué. Marathon, concours de danse, match de football, des activités qui ont marqué les journées socio-culturelles et sportives organisées par le RAFA, réseau des associations de femmes actives d'Afrique. C'était à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Ces journées socio-culturelles et sportives avaient pour objectif de créer l'harmonie au sein des populations. Le parrain de ces manifestations a annoncé l'ouverture prochaine d'une microfinance pour aider les femmes à se prendre en charge. Le maire de Yamoussoukro a pris part à ces activités aux côtés des femmes. Créé il y a 3 ans, le réseau africain des femmes actives d'Afrique milite pour le bien-être et la restauration de la femme africaine en milieu urbain et rural. Femmes, nous avons tous un travail à mener ici à Yamoussoukro pour éradiquer ce virus-là de lenteur, ce virus de pauvreté, ce virus de non-accomplissement qui empêche le décollage des activités de nos sœurs. Le réseau œuvre également à l'autonomisation économique et financière de la femme, ainsi qu'à la consolidation de la cohésion sociale. 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Gagnoa a abrité la cérémonie officielle en Côte d'Ivoire. Femmes et hommes ont été instruits sur les droits des femmes et la nécessité de mettre fin au cycle de violences faites aux femmes. Ami Sissoko. Mariage précoce, viol, dépossession d'héritage, violences physiques et psychologiques sont légion dans la région du Gao. Sa capitale, Gagnoa, enregistre à elle seule 12% de cas de viol perpétrés au cours des matchs de football, d'événements politiques et de projections de films. À la veille du lancement des 16 jours d'activisme, un monsieur a battu à mort une femme enceinte de 4 mois à Gagnoa. Le corps est à la morgue et nous travaillons avec le commissariat jusqu'à ce que le mari qui est l'auteur de ce crime soit recherché et puni. Pour briser le silence et marquer leur engagement dans la lutte contre ce phénomène, hommes et femmes se sont revêtus d'écharpes ou de t-shirts orange. Sous l'égide de l'ONU Femmes, des spécialistes ont échangé avec les communautés et les ONG sur les violences faites aux femmes et leurs droits. Lorsqu'on fait les arrangements à l'amiable, très souvent ça pénalise la victime parce qu'on n'a pas le temps de la mener au centre de santé et l'auteur du viol ou de la violence continue à être en liberté et continue à commettre d'autres crimes. Donc nous allons mettre l'accent là-dessus pour que tous les cas de violence soient dénoncés et que les auteurs soient punis. Avant, quand une femme a été violentée, tu ne peux pas aller à la police pour dénoncer. On te demandait un certificat médical, maintenant ils ont annulé tout ça là. Maintenant on pourra s'exprimer comme il faut, on pourra se défendre comme il faut. Pour l'ONU Femmes, seule l'autonomisation sociale et économique des femmes pourra améliorer leurs conditions, chose possible avec l'alphabétisation et l'implication des hommes. Reconstruire la nation par les femmes et les filles, c'est un programme mis en place par l'ONG IRC. De 2008 à 2015, il a dressé le bilan des causes profondes des violences basées sur le genre dans 115 communautés. Et aujourd'hui, l'heure est au bilan. F. Village de Trocoulin-Pleu dans la sous-préfecture de Danané. Des jeunes filles présentent des photos qu'elles ont prises. Des photos qui représentent leurs craintes, leurs aspirations. Bref, des plaidoyers pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est l'activité globale Crescendo. Près de 500 jeunes filles de 10 à 14 ans y ont pris part entre 2010 et 2014. Global Crescendo, une activité du vaste programme Reconstruire la nation par les femmes et les filles de l'ONG International Rescue Committee IRC. Un programme mis en œuvre de 2008 à 2015 visant à adresser les causes profondes des violences basées sur le genre VBG. 8 ans d'exécution et le changement est possible. Au sein des communautés, on a développé des stratégies où nous avons mis en place 57 comités de lutte contre les violences basées sur le genre et qui apportent aussi la réponse aux victimes de violences basées sur le genre au niveau des communautés. Des changements communautaires et aussi des changements au niveau du foyer. Avant, mon mari ne se comprenait pas. Quand il gagne son argent, il boit dehors.
Quand je lui parle, il dit je n'ai pas un droit de parler sur lui. Il me frappait. Maintenant, depuis IS est venu dans nos villages dans Guinée, il a arrêté. Moi et mon mari, on est d'accord à la maison maintenant. Il n'y a plus de palabres. Le programme Reconstruire la nation par les femmes et les filles est basé sur 6 piliers. La prévention, l'autonomisation, la réponse, le plaidoyer, l'accès à la justice et la recherche. Près de 500 000 personnes ont été sensibilisées à la problématique des VBG et près de 7 300 cas de VBG ont été pris en charge de janvier 2010 à avril 2015. En Côte d'Ivoire, ce programme a été mis en œuvre dans 115 communautés. Le Conseil régional du Kabadougou fait le bilan de ses réalisations. 20 projets de construction d'infrastructures ont été réalisés sur les 42 retenus. 19 sont en cours de finition et 3 en attente de démarrage. Et pour 2016, le Conseil a adopté un budget de 1,3 milliard de nos francs. Moussa Konaté. Construction du marché couvert et réhabilitation du logement de la sage-femme Agbeleban. Réhabilitation de salles de classe dans plusieurs villages et construction de moulins dans 30 localités. Ce sont entre autres des réalisations du Conseil régional du Kabadougou pour un montant de plus d'1,2 milliard de francs CFA. Un bilan jugé satisfaisant malgré quelques imperfections. Dans la grande majorité, c'est des projets qui ont été bien exécutés, mais il y a des imperfections qui ont été relevées et les entreprises, sur certains projets, les entreprises ont été sommées, je dis bien sommées, à reprendre les travaux selon les règles de l'art. Et pour celles qui n'ont pas du tout démarré, tant qu'elles sont encore dans les délais, nous allons lancer une mise en demeure. Mais pour celles qui sont hors délai, nous passons directement à la résiliation. Tout ceci pour nous permettre d'éponger, disons, les déficits d'exécution que nous avons cumulés pendant des années. Pour le président Souleymane Koné et son conseil, l'année 2016 se prépare déjà. Le conseil a adopté un budget primitif de plus d'1,3 milliard de francs CFA. Plus de la moitié de cette somme est consacrée à l'investissement dans les domaines de la santé, l'éducation, les routes et les projets des jeunes. Nous avons prévu de mettre en place un fonds de garantie qui est immédiatement fonctionnel pour appuyer les projets des jeunes. Donc nous allons réhabiliter et construire encore d'autres écoles. Nous appesantir sur l'entretien courant du réseau routier. Sur 42 projets de construction et réhabilitation d'infrastructures en 2015, 20 sont entièrement exécutés, 19 en cours de finition et 3 pas encore démarrés. Pour 2016, le Conseil régional du Kabadougou entend poursuivre ses actions de développement pour le bonheur des populations. Une ambassade pour la paix, elle verra bientôt le jour à Kwasi Ndawa dans le département de Bondoukou. La première pierre a été posée. Thérèse Yoboué. Kwasi Ndawa est une localité située à 15 km de Bondoukou. Bientôt, dans cette localité sera construite une ambassade pour la paix. La première pierre de l'édifice futur a été posée par Étienne Kamenakre, secrétaire général 2 de la préfecture de Bondoukou. Et cela grâce à la Fédération pour la paix, section Côte d'Ivoire. L'ordre qui nous a été donné par notre président mondial de construire des ambassades de paix pour abriter, pour regrouper tous les ambassadeurs de paix, où nous allons leur donner la formation, l'éducation à la culture de la paix. Cette cérémonie a été marquée par la distinction de 9 nouveaux ambassadeurs et l'investiture du Conseil régional des ambassadeurs de la paix. Cette distinction nous donne l'opportunité de reprendre notre bâton de pèlerin pour continuer ce travail. La paix, il n'y a que la paix qui est à la base de tout développement. D'autres même sont morts pour l'idéal de la paix. D'autres ont sacrifié leur vie pour qu'il y ait un monde de paix. Et nous sommes conscients que être un chercheur de paix n'est pas un travail facile. Les autorités politiques, administratives, traditionnelles, guides religieux ont pris part à la cérémonie. La Fédération pour la paix universelle est une organisation mondiale œuvrant auprès de l'ONU pour l'instauration d'une société meilleure et plus juste, fondée sur de hautes valeurs morales. Elle regroupe en son sein des personnes de toutes croyances religieuses, races et origines qui luttent au quotidien dans le sens des principes de paix.
Une centaine de tables bancs pour soutenir la formation des enseignants stagiaires du CAFOP de Bandoukou. Un fils de la région entend par ce don améliorer les conditions d'études de ses futurs enseignants. Hamza Diaby. Les enseignants stagiaires du CAFOP de Bandoukou sont heureux. Ils viennent de recevoir 100 tables bancs pour faciliter leur formation. C'est un don de Maïsan Kofi Noël, fils de la région. Une contribution pour pallier aux insuffisances de matériel didactique que connaît cette nouvelle école de formation des enseignants du primaire. Ce don que nous allons faire tout à l'heure est un don naturel. La préoccupation qui est la nôtre est de faire en sorte que nos populations, et donc notre CAFOP qui est en train d'ouvrir, puissent travailler dans les commodités. Et que c'est notre devoir de faire en sorte que ce CAFOP-là puisse avoir le matériel didactique nécessaire. En recevant ces tables bancs, les enseignants stagiaires du CAFOP de Bandoukou ont traduit leur reconnaissance aux donateurs. Toutefois, des doléances lui ont été formulées pour leur permettre de mieux se former. Au nombre de celles-ci, on peut citer la finition des salles de classe. Nos besoins restent encore énormes qui se déclinent comme suite. Électrification de nos salles de classe. Nous avons besoin de 3 bureaux de maître. Nous avons besoin de 2 ordinateurs de bureau et un ordinateur portable pour l'administration. En attendant l'ouverture officielle du centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP de Bandoukou, la première promotion des enseignants stagiaires de cette école prennent les cours à l'école franco-arabe El Baniteim de la ville. Pour sa première rentrée, 400 enseignants stagiaires constituent l'effectif. Les chefs d'établissement et les inspecteurs de l'enseignement primaire de Tiasalé ont vu leurs capacités renforcées, entre autres thèmes de formation, l'école obligatoire et l'enseignement de la qualité de l'enseignement. Honorine Anigori. Les chefs d'établissements privés et publics et les inspecteurs de l'enseignement technique primaire viennent d'être formés aux outils adaptés et actualisés en vue d'instaurer une école obligatoire et de qualité. L'initiative est de la Direction départementale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. L'objectif est de renforcer les capacités des responsables de structures sous sa tutelle. Un séminaire apprécié par les participants qui ont reconnu la qualité des communications et des échanges. La Direction départementale de l'enseignement technique de Tiasalé couvre les départements de Sikinsi, Tabo et Tiasalé. L'association humanitaire française Savoir Ivoire réhabilite entièrement l'école primaire publique La Colombe du plateau d'Okuy. Elle vient ainsi offrir un cadre d'instruction sain aux élèves et enseignants. Herman Niamia. Les élèves de l'école primaire publique La Colombe du plateau d'Okuy peuvent désormais prétendre apprendre dans un cadre approprié. L'établissement, qui était dans un état de délabrement très avancé, a été entièrement réhabilité par l'association humanitaire française Savoir Ivoire. À travers ce geste, cette association veut contribuer au bien-être des élèves. L'école La Colombe est une école partenaire et donc elle était très délabrée. Donc Savoir Ivoire a décidé de réhabiliter cette école. Pour la réhabilitation du bâtiment, l'association Savoir Ivoire a bénéficié du soutien de l'armée française en Côte d'Ivoire. On a fait toute la peinture des 6 classes. J'ai amené une 60aine de soldats qui étaient tous volontaires pour venir pendant 3 jours. On s'est bien barbouillé, mais quand on a vu le sourire des enfants le dernier jour, c'était que du bonheur. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude à l'association Savoir Ivoire. Pour eux, cette action vient mettre fin aux conditions difficiles dans lesquelles les élèves apprenaient. L'école était dans un état de délabrement beaucoup avancé, avec des murs lézardés, des toitures percées, des plafonds comme on appelle endommagés, l'électricité presque inexistante, où il faisait sombre dans les classes. Il faut dire qu'à Cocody 1, Savoir Ivoire est partenaire avec 9 écoles, dont La Colombe qui vient d'être réhabilitée. C'est une grande joie de pouvoir donner un cadre agréable aux enfants, à nos élèves. Les responsables de l'EPP La Colombe ont aussi plaidé pour que l'EPP Azur, avec qui ils partagent le même site, soit également réhabilité. Une proposition jugée réalisable par la présidente de l'association Savoir Ivoire qui entend l'inscrire dans ses prochaines actions. Parlons environnement, un corridor reliant le parc national de Taï en Côte d'Ivoire et la forêt classée de Grébo et de Sabon au Libéria pourrait bientôt voir le jour. Les experts en ont parlé lors de la 3e rencontre du comité de pilotage du corridor écologique entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Éric Goré, Herman Niamia.
500 manuels d'alphabétisation remis à la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Soubré. Ces documents composés de syllabaires et de guides d'information sont destinés à contribuer à la protection du parc national de Taï. 80% des contrevenants arrêtés lors des missions de surveillance de ce parc sont analphabètes. Il s'agit donc, dans un premier temps, pour l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR, d'accroître le niveau d'alphabétisation au sein des populations vivant autour de ce patrimoine mondial. Puis, avec le guide d'information, l'équipe du colonel Adama Tondosama, directeur général de l'OIPR, entend mettre à la disposition de ces populations les règles de conservation du parc. Une action saluée par Bonaventure Tiegbe, premier secrétaire général de la préfecture de Soubré. Il a par ailleurs exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage. Ces différents supports pour l'action environnementale ont été élaborés et validés conjointement par la Direction de l'éducation non formelle, le Fonds mondial pour la nature et l'OIPR. Le parc national de Taï se situe à l'ouest de la Côte d'Ivoire et couvre 3500 km² autour du mont Nienokoué. Il est peuplé de biens et d'espèces animales comme les éléphants et les zèbres et depuis 1982, il est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, dans ce reportage signé Herman Niamien, l'OIPR s'engageait dans l'alphabétisation pour la protection du parc national de Taï. À Angré, dans la commune de Cocody, la famille Gbé a été victime d'un incendie. Son domicile est parti en fumée dans la nuit de samedi à dimanche. Les origines du sinistre sont pour l'instant inconnues. Mahamadou Traoré, Moussa Konaté. Angré, quartier Sikoji, une villa entièrement ravagée par un incendie dans la nuit de samedi à dimanche. Tout a commencé aux environs de minuit. On a vu que la fumée sortait du plafond. Donc nous sommes sortis de la maison, essayer de voir un peu dehors comment les choses se passaient. Donc on a constaté que la fumée sortait de l'atelier de couture. Donc c'est comme ça que j'ai appelé le gardien du quartier qui est venu avec un des voisins et puis 2 autres personnes encore qui sont venues nous aider à casser la porte de l'atelier. Mais ils ont fait sortir quelques pagnes, mais malheureusement le feu est déjà pris une grande partie, donc ils n'ont pas pu entrer pour pouvoir faire quelque chose. Et les pompiers ils sont arrivés 45 minutes plus tard, 1 heure de temps, ils sont venus, ils ont pu arrêter le feu là. L'atelier est tenu par ce couturier. Il a su avoir pris toutes les dispositions à la fermeture vers 20 h. Il ne comprend rien. En partant hier nuit, j'ai débranché les choses moi-même. Je n'ai pas laissé aux apprentis. Et j'ai été le contact qui alimente mes affaires. Et là, je suis parti. Et c'est après qu'on m'a appelé qu'il y a eu l'incendie. Aucun blessé, aucune perte en vie humaine. Mais l'incendie a causé d'importants dégâts matériels avec un propriétaire à la retraite désemparé. Si vous voyez la maison qui a été détruite aux 3/4, c'est que j'ai tout perdu. Hein? Un retraité depuis 15 ans, où il peut avoir les moyens pour refaire la maison. Tout est parti en fumée. Le plus dur commence maintenant pour la famille Gbé, se reconstruire une nouvelle vie. La communauté Saint-Egidio œuvre à l'abolition de la peine de mort. Elle a organisé une conférence de presse autour du thème « Ville pour la vie, ville contre la peine de mort ». Il a été question de sensibiliser tous les pays sur le caractère inhumain de ce châtiment. La communauté Saint-Egidio a félicité le gouvernement ivoirien pour l'abolition de la peine de mort en Côte d'Ivoire. Consécration officielle du camp de prière Sinaï de Ndoussi dans le département de Tiassalé. C'est un camp spécialisé dans la guérison des malades mentaux. Honorine Anigori. Cette cérémonie d'inauguration a débuté par une procession de la gare de Ndoussi jusqu'au camp de prière. Ce camp de prière a pour particularité de recevoir des malades mentaux et de prier pour leur guérison. Ainsi, depuis sa création, plus d'une centaine de malades mentaux y ont été guéris. Actuellement, plus de 15 malades sont présents dans ce camp, attendant de retrouver une vie normale. Dans ce camp, les soins sont gratuits. Cependant, la prise en charge des malades revient aux parents de ces derniers. Sur ce point, le prophète Blaise Ngoran lance un cri de cœur aux autorités et aux bonnes volontés de bien vouloir venir en aide au camp afin que les malades et les parents qui les accompagnent soient dans de meilleures conditions. Rattaché à l'église Sema de Ndoussi,
Ce camp de prière pour malades mentaux a été créé en 2011 par le prophète Blaise Ungoran et son épouse. Au Tchad, un triple attentat suicide a fait au moins 27 morts et plus de 80 blessés samedi sur un marché dans une île du lac Tchad. À cette occasion, le président ivoirien Alassane Ouattara transmet ses condoléances aux familles endeuillées. Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés et exprime toute la solidarité du peuple ivoirien au peuple frère du Tchad dans cette douloureuse épreuve. Et un autre message du chef de l'État, le président Alassane Ouattara félicite son Excellence M. Roch Marc Kaboré, élu président de la République du Burkina Faso. Le président ivoirien assure de son entière disponibilité à œuvrer au raffermissement de la coopération entre les deux pays. Et sur place au Burkina Faso, du nouveau dans l'affaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Le général Gilbert Diendéré a été inculpé pour complicité de meurtre. L'ex-chef d'état-major particulier de la présidence et homme de confiance de l'ancien président Blaise Compaoré va donc devoir s'expliquer sur le rôle qu'il aurait joué dans la préparation et l'exécution du coup d'état du 15 octobre 1987 qui a coûté la vie au capitaine Sankara et à 12 autres personnes présentes à ses côtés. Au lendemain du premier tour des régionales en France, le Front National est en tête dans 6 des 13 régions de France avec plus de 28% des suffrages, une percée historique pour ce parti d'extrême droite. Et pour finir, le président ivoirien Alassane Ouattara a adressé un message au président des États-Unis d'Amérique. J'ai appris avec une profonde consternation et une vive émotion la triste nouvelle de la fusillade qui s'est produite à San Bernardino, une ville de la côte ouest en Californie, qui a fait 14 morts et 17 blessés ce mardi 2 décembre. À cette occasion, le président ivoirien Alassane Ouattara présente toutes ses condoléances au peuple américain. Et voilà pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à vous sur RTI 1.